Fichez le camp! Ça va exploser! Munich, 1958. 23 morts, dont certains des sportifs les plus talentueux de la planète. Nous étions très populaires. Prêt au décollage? L'équipe de Manchester United n'aurait pas pu voler avec de meilleurs pilotes. 105 V1. L'équipage n'avait pas fait dégeler les ailes. Les pilotes savent ce qu'ils font. On ne va pas y arriver. Je me croyais mort. Un seul homme serait tenu responsable pour cette tragédie. C'est une sacrée responsabilité à assumer. Ça l'a complètement dévasté. Ses efforts pour rétablir sa réputation prendront plus d'une décennie, durant laquelle deux nations s'affronteront dans une lutte acharnée pour la vérité qui se cache derrière l'une des pires tragédies de l'histoire du sport. Février 1958, aéroport de Munich, Allemagne de l'Ouest. Un pilote britannique se prépare à ramener un groupe de passagers extraordinaires au pays. L'équipe de football de Manchester United. Dans les années 50, ils sont les sportifs les plus célèbres du monde. Everyone in the huge Wembley crowd, from the Queen to the oldest fan, is tense with excitement. Manchester United était sans aucun doute l'équipe la plus célèbre de toute l'histoire de l'Angleterre. J'ai rejoint le club en décembre 1957. Harry Gregg est le gardien de but vedette de l'équipe. Nous avons embarqué à bord de l'avion. C'était un vol charter. Nous étions très populaires. Après une victoire en Yougoslavie, l'équipe s'est qualifiée pour la demi-finale de la prestigieuse Coupe d'Europe. L'avion a dû faire escale à Munich car il n'avait pas assez de carburant pour un vol direct de Belgrade à Manchester. Il s'est posé pour faire le plein. Les 21 joueurs et le personnel voyagent en grande classe. Ils sont à bord d'un British Airways Airspeed Ambassador. Il s'agit d'un bimoteur de luxe également connu sous le nom d'Elizabethan. À 36 ans, le commandant James Thane est un ancien pilote de la RAF avec un dossier de vol impeccable. C'était un homme remarquable. Il était honnête, respectable, doté d'une forte personnalité. Le temps avait été assez sombre toute la journée. Avec les chutes de neige de la matinée, les températures étaient à peine au-dessus de zéro. Tandis que le commandant Thane termine son inspection d'avant-vol, les jeunes sportifs s'installent pour le voyage. C'était une équipe particulière, du fait que leur entraîneur, Matt Busby, J'aimerais que les garçons aient une bonne nuit de sommeil. avait choisi des joueurs relativement jeunes. C'était d'ailleurs pour cela qu'on les appelait les Busby Babes. Busby's Babes start the second half in cracking form with that slippery winger, David. Nous étions une équipe jeune et admirable, et je suis fier d'en avoir fait partie. Je vous laisserai une chance de récupérer votre argent quand nous serons dans les airs, d'accord? 11 journalistes sportifs du Royaume-Uni voyagent avec l'équipe, pressés de faire leur rapport sur le dernier succès de Manchester United. Avec quelques Yougoslaves en route pour la Grande-Bretagne, c'est 38 passagers au total qui se trouvent à bord de l'avion. Qu'est-ce que ça donne dehors? L'accumulation de la neige est minimale, pas besoin de balayer. On rentre. Avec joie. Le copilote de 38 ans, Kenneth Raymond, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi commandé l'Elizabethan et a plus d'ancienneté que Thane dans la compagnie. Tous les deux étaient très expérimentés. L'équipe de Manchester United n'aurait pas pu voler avec de meilleurs pilotes. Ils étaient amis.
Tous les deux étaient commandants de bord et ils avaient souvent volé ensemble. Raymond et Thane ont convenu que sur ce vol, ils échangeraient leurs sièges. Le commandant Raymond a pris les commandes de l'appareil. Et comme il avait l'habitude d'être assis dans le siège de gauche pour piloter, il a choisi de s'asseoir à gauche. Robinet de carburant tribord et bâbord ouvert, intercommunication coupée. La politique menée par la compagnie oblige le commandant de bord à toujours s'asseoir sur le siège de gauche. Mais c'est une règle qui est souvent enfreinte. Accélérateur, commande de gaz bâbord et tribord ouverte. Filtre à air tribord et bâbord enfoncé. Filtre à air tribord et bâbord enfoncé. Interrupteur d'allumage éteint. Interrupteur d'allumage éteint. Prêt au décollage. Beeline 609, votre autorisation expire à 3-1. Il est actuellement 3-0. Autorisé au décollage. Tournez à droite. Merci, c'est parti. Par une faible neige et une température avoisinant le point de congélation, Thane et Raymond entament leur course pour décoller. Pleine puissance. Pleine puissance. Je lisais un livre que l'un des garçons m'avait passé. L'avion a commencé à rouler sur la piste et j'ai regardé par la fenêtre. Tout semblait parfaitement normal. Température et pression normale. 90. 100. La vitesse de décollage est de 119 nœuds. Décollage avorté. Tout d'un coup, j'ai vu les roues se bloquer et se débloquer. Puis l'avion s'est mis à glisser. Il s'est arrêté légèrement en travers. Désolé, les moteurs ont fluctué. 6-0. Nous avortons le décollage. Répétez, s'il vous plaît. Nous avortons le décollage. Nous pouvons retourner au départ. À vous. Les moteurs s'affolent. C'est ce qui m'a semblé aussi. L'avion a subi une montée en puissance brusque. Le moteur était un Bristol Centaurus. C'était un moteur qui pouvait avoir des problèmes, en particulier dans les aéroports situés à haute altitude, parce que les propulseurs s'ouvraient parfois trop vite. 609, vous pouvez remonter la piste. Le Elizabethan roule jusqu'en bout de piste pour une deuxième tentative de décollage. À ce stade, je peux dire que j'étais pas angoissé. C'était juste une aventure de plus et je n'avais pas peur en avion à l'époque. Unix 609 Zulu uniforme. Une fois arrivé au bout de la piste, j'aimerais pouvoir Repartir. Ai-je toujours l'autorisation? 609, vous avez toujours l'autorisation. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, nous remontons la piste pour un nouveau décollage. L'avion a repris sa position de départ. Les moteurs ont vrombi, ils ont monté en puissance et l'avion s'était lancé. J'ai fait attention à ce qui se passait cette fois. À peine plus loin sur la piste, la même chose s'est produite. Le moteur tribord s'emballe. Le commandant Thane a avorté le décollage. Et une fois encore, je pensais que nous étions sur le point de décoller. Mais j'ai vu les roues se bloquer et se débloquer à plusieurs reprises. Et l'avion s'est arrêté. Munich 609 Zulu uniforme. Nous avortons ce deuxième décollage. Bien reçu. Vous pouvez faire demi-tour. Puis le pilote s'est adressé à nous. Nous sommes désolés, mais un léger problème technique nous oblige à retourner au terminal pour effectuer un nouveau contrôle. Il n'y a rien d'alarmant et nous espérons pouvoir Décoller rapidement. Ne vous éloignez pas trop, les gars. Nous avons regagné le terminal et tout le monde s'est rendu au bar. Bill Black, le mécanicien de la station, avait vu les deux premiers décollages avortés. Il est monté à bord et il a demandé pourquoi l'avion ne décollait pas. On a des poussées de plus de 60 dans le moteur tribord.
Le mécanicien leur a expliqué qu'il s'agissait d'un phénomène assez courant avec l'Elizabethan à l'aéroport de Munich en raison de sa haute altitude et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Si cela devait se reproduire, il leur suffisait de retarder légèrement la poussée des moteurs, réduire la puissance et relancer les moteurs à pleine puissance plus lentement. Les passagers du vol BEA 609 sont priés de se rendre sur le tarmac. En l'espace de 5 minutes, les passagers avaient été débarqués et réembarqués. Ils étaient surpris, ils avaient eu 2 décollages avortés et on leur demandait d'y retourner. Si une seule personne avait refusé de remonter dans l'avion, beaucoup d'autres l'auraient imité. Mais la nature humaine est ce qu'elle est et personne ne veut admettre qu'il a peur. Qui voudrait passer pour un lâche ? Le vol BEA 609 se prépare pour sa 3e tentative de décollage à l'aéroport de Munich. L'avion qui transporte l'équipe de football de Manchester United attire l'attention à l'intérieur du terminal. L'avion transportait les Busby Babes, les joueurs formés au club. Ils avaient l'habitude de rire et de plaisanter, mais à ce moment-là, ils étaient tous très calmes. Johnny Berry a dit « Nous allons tous mourir ici ». Et Willian a répondu « Si ça doit arriver, je suis prêt ». À cet instant, j'ai desserré ma cravate. Interrupteur d'allumage éteint. Interrupteur d'allumage éteint. Les ailes toujours opérationnelles? Pas besoin de dégivrer? À tour de contrôle Munich. Je suis prêt à rouler. À vous. Beeline 609, votre autorisation expire à 04. Il est Actuellement 02. Roger, autorisation valide jusqu'à 04. Le commandant Thane n'a que 2 minutes avant que le décollage ne soit invalidé. Si cette 3e tentative échoue, le vol peut être annulé et ses passagers célèbres seront coincés à Munich. Munich 609 Zulu. Uniforme prêt au décollage. bien reçu. La piste fait plus de 1900 mètres de long. Même avec une accélération progressive, l'Elizabethan devrait être en mesure de décoller peu après 1200 mètres. Pour la 3e fois de la journée, ils ont aligné l'avion au centre de la piste, obtenu la permission de décoller, et ils sont partis. Pleine puissance. Pleine puissance. Température et pression bonne. Légère poussée à tribord. Le moteur droit s'est un peu emballé. Le pilote a ralenti les commandes de gaz un instant, puis il a remis la puissance. Pleine puissance à nouveau. Les 2 moteurs étaient à niveau et l'avion s'est engagé sur la piste pour décoller. Tout semblait normal. Les pilotes savent ce qu'ils font. Tout le monde avait l'air d'avoir bien plus peur que moi. 1,05. V1. Vélocité 1 est la vitesse à laquelle un décollage ne peut pas être avorté sans risque, soit le point de non-retour. Raymond attendait. Il a anticipé le moment où Sain allait dire 119 nœuds, ce qui représente V2. À 119 nœuds, l'avion peut décoller. Mais un problème survient, et l'appareil perd soudainement de la vitesse. On va pas y arriver.
Il n'y a pas eu de cris ni de hurlements, rien de tout ça. Il y avait des bruits de fracas et j'ai vu des étincelles également. Une telle situation est indescriptible. Ensuite, tout est devenu noir. Je me croyais mort. L'Elizabethan a foncé à travers une clôture avant de s'écraser contre une maison et un hangar de carburant à 300 mètres au-delà de la fin de la piste. J'ai fini par reprendre conscience et j'ai rampé comme j'ai pu, jusqu'à atteindre un trou dans la carcasse de l'avion. Je pensais sincèrement que j'étais le seul survivant et j'ai entendu un cri. Dehors! Tout le moteur! Tout de suite! Ça va exploser! Allez! Il hurlait. Fichez le camp d'ici, ça va exploser. Dépêchez-vous! L'avion peut exploser! Allez! Fichez le camp, bon sang! J'ai entendu un enfant pleurer. Je leur ai dit de revenir. Revenez! Il y a des gens vivants là-dedans! Je suis retourné dans l'avion à travers le même trou et j'ai trouvé un petit bébé. Puis j'ai fait le tour de la carcasse et j'ai découvert Matt Busby. Busby est vivant mais en état de choc. Il avait une petite coupure derrière son oreille droite et l'un de ses pieds était complètement retourné dans l'autre sens. Ma jambe! J'ai calé quelques vêtements derrière son dos car il n'avait pas l'air trop mal en point et je l'ai laissé où il était. Un après l'autre, Harry Gregg extirpe les passagers hors de l'avion, morts ou vivants. Face au danger, il faut se comporter en homme. Quelques minutes après le crash, des secours venant de l'aéroport et des fermes alentours accourent. Le copilote est piégé à l'intérieur! Il faut l'aider! Deux sauveteurs allemands montent sur l'aile et libèrent Kenneth Raymond de l'épave. Il est gravement blessé. 21 personnes sont mortes. 7 sont des joueurs de Manchester United. Les 2 entraîneurs et le secrétaire sont également morts. 7 autres membres de l'équipe sont gravement blessés. Le manager, Matt Busby, est dans un état critique. Manchester United, l'une des plus grandes équipes de football du monde, est anéantie. Ce qui avait commencé comme une célébration est devenu un cauchemar. Near Munich, a fierce blaze marks the wreck of a British airliner. Cette catastrophe a été largement médiatisée. Les enjeux étaient considérables. L'accident a eu lieu quelques années seulement après la Seconde Guerre mondiale. Les 2 pilotes avaient volé pour la Royal Air Force pendant la guerre. Munich était la ville berceau du parti nazi. D'un côté, il y avait le gouvernement britannique et de l'autre, le gouvernement allemand. Tout le monde était sur ses gardes. Le 6 février, à 10 h du soir, 6 heures après le crash, l'enquêteur arrive sur les lieux de l'accident. Hans Reichel était l'enquêteur en chef ouest-allemand. Il avait 57 ans, il était très expérimenté. C'était un ancien pilote de la Luftwaffe et il avait volé pour la compagnie Lufthansa. Il n'y avait aucun doute possible sur ses compétences. C'était la première fois qu'il enquêtait sur un accident d'envergure internationale. Dans son rôle d'enquêteur, Steve Moss réexamine les éléments de l'accident avec une analyse du XXIe siècle. Il semble qu'il soit arrivé à Munich avec si peu de matériel. Puis-je avoir un peu de lumière ? Qu'il a dû emprunter de l'équipement d'éclairage à une équipe de journalistes pour commencer ses investigations. Puis-je avoir de la lumière, s'il vous plaît ?
Il a tout de suite pensé à la présence de glace sur les ailes. Et bien entendu, c'est ce qu'il a immédiatement trouvé. L'épave était recouverte d'une couche de neige d'environ 8 cm d'épaisseur. Elle pouvait être dégagée avec la main sans difficulté. Sous cette couche de neige, il y avait de la glace. L'aile était recouverte d'une couche de gel. Reichel découvre que la surface autour des moteurs n'est pas gelée. Il présume alors que les ailes étaient entièrement glacées avant le crash et que lors du décollage, les hélices ont soufflé la glace derrière elles. Le lendemain de l'accident, les enquêteurs analysent la scène de plus près. Ils examinent les traces de pneus qui s'étendent sur 50 mètres jusqu'au bout de la piste. Les indices récupérés au sol démontraient que l'avion n'avait jamais décollé, ce qui a renforcé Reichel dans son idée que la glace présente sur les ailes était responsable. Manchester, from the moment the news came through, was a city in mourning. While millions wait anxiously for news of the seriously injured men, the hospital staff worked day and night to save them. Matt Busby was their worst problem. For 2 days, he lay between life and death, with one of his lungs completely deflated. Then came the welcome news. Matt was off the danger list. 6 des 7 joueurs blessés échappent à la mort, mais l'équipe perd une de ses plus grandes stars. Duncan est décédé. Il est mort 10 jours après le crash. À ce jour, beaucoup considèrent Duncan Edwards comme le plus grand footballeur de l'histoire du Royaume-Uni. Le copilote Kenneth Raymond meurt lui aussi d'une lésion cérébrale. Pleine puissance, pleine puissance. James Thane doit à présent répondre à une multitude de questions. Well, you see, on the first takeoff, we weren't completely satisfied with the engines. Chaque petit élément d'information faisait les gros titres des journaux. Ça n'arrêtait pas. C'était très éprouvant pour lui. 2 jours après le crash, Reichel interroge Thane. Après l'accident, nous avons établi que l'aile droite était recouverte d'une couche de glace rugueuse. Seule la surface derrière l'hélice n'était pas glacée. Quand je suis sorti de l'avion à la première tentative, je pouvais voir la neige fondre sur les ailes et compter les nervures de l'avion. Selon vous, quelle est la cause de l'accident? Mon sentiment personnel est qu'il devait y avoir trop de neige accumulée en bout de piste. Pourquoi étiez-vous assis dans le siège de droite? Les gens ont commencé à spéculer avant même que l'enquête ne commence. En avril 1958, 2 mois après le crash, l'enquête officielle allemande débute. Puis-je commencer? L'enquête allemande avait un ton accusateur et a tout de suite donné l'impression d'être en fait le procès d'un homme contraint de prouver son innocence. Thane a immédiatement senti que quelque chose se tramait. Il était dos au mur. Le rapport de Hans Reichel s'appuie principalement sur l'accumulation de neige sur les ailes et le fait que Thane n'ait requis aucun dégivrage. Tout au long de l'enquête, Reichel a insisté pour démontrer que la glace était en cause. L'après-midi de l'accident, la température oscillait autour de 0 degrés Celsius. Ce n'était pas assez froid pour que la neige givre. Thane a vu la neige fondre et couler du bord des ailes. Cela l'a convaincu qu'un dégivrage n'était pas nécessaire et il n'a pas insisté. Toutefois, les experts allemands notent que l'Elizabethen venait de descendre de 20 000 à 5 000 pieds, où la température de l'air est à moins 25 degrés Celsius. Ils concluent que la neige tombée sur les ailes congelées aurait instantanément glacé. Thane part à cette hypothèse Dégivrage allumé. en assurant qu'il a allumé le système de dégivrage alors qu'il descendait sur Munich. Ainsi, les ailes auraient été plus chaudes que l'air.
Thane semble avoir réponse à tout. Mais il est loin de se douter que Hans Reichel est sur le point de présenter une preuve controversée qui va tout changer. L'enquête allemande sur le crash de Munich prend un tournant décisif avec la présentation d'un simple cliché. Cette preuve leur a semblé irréfutable, parce qu'à première vue, la photo semblait montrer une zone blanche sur le dessus des ailes. Cette zone a clairement été interprétée comme étant une couche de neige ou de glace. Tous les avions qui avaient quitté Munich ce jour-là avaient été dégivrés, mais pas l'Elizabethen. Pour l'enquêteur Hans Reichel, la décision de ne pas dégivrer est la cause de l'accident. En dehors du givre, je ne peux trouver aucune autre cause directe ou indirecte qui aurait provoqué le crash. Quant à la maison au bout de la piste, elle a été la cause de l'accident. L'impact et l'explosion ont accentué les conséquences fatales de l'accident. Mais les autorités allemandes constatent que selon les règlements, la maison était à bonne distance de l'aéroport. Finalement, les enquêteurs analysent la théorie du problème de moteur. Le moteur droit s'emballe. Cette idée est rapidement abandonnée. L'accélération subite n'avait rien à voir avec l'accident. Un des moteurs transportait une sorte d'enregistreur de vol qui a indiqué que les moteurs avaient délivré assez de puissance pour que l'appareil puisse décoller. En mars 1959, un an après la tragédie de Munich, le gouvernement allemand publie son rapport officiel. Il fait porter l'entière responsabilité de l'accident au commandant James Thane. La glace. La glace sur les ailes, qui selon eux se trouvait là avant l'accident. C'est tout. L'enquête allemande suggère également qu'en changeant de place, on rentre. Le commandant Thane aurait créé une sorte de confusion quant à qui était en charge. Pour eux, Thane était le seul responsable de la mort de 23 personnes et de l'anéantissement de l'équipe de Manchester. C'est un sacré fardeau à assumer. La presse a toujours aimé avoir un responsable sur qui s'abattre. Et dans cet accident, ils ont fait de lui le malfaiteur. Il a vraiment été maltraité. Il a servi de bouc émissaire. Un an après l'accident, la réputation de James Thane est en lambeaux. L'ancien officier de la RAF et pilote professionnel accompli est maintenant un agriculteur à temps plein. La catastrophe de Munich le hante en permanence. Je me souviens que mes parents passaient des nuits entières à parler de cela. Parce que papa était convaincu qu'un élément extérieur avait forcément empêché le décollage. Thane est certain que la glace sur les ailes n'a pas causé le crash. Il décide alors de mener sa propre enquête. Papa était un homme courageux et d'une grande intégrité. Il était déterminé à trouver la véritable cause de l'accident. Mais en 1959, il n'a pratiquement aucun outil d'analyse à sa disposition. Aujourd'hui, tous les avions de cette taille sont équipés d'un enregistreur de paramètres et d'un enregistreur de voix dans le cockpit. Si l'Elizabethan avait pu procurer ce genre d'informations, il n'y aurait eu absolument aucun doute sur la cause de l'accident. L'avion a atteint 117 nœuds, mais a brutalement ralenti. La glace sur les ailes ne peut pas expliquer cette perte soudaine de vitesse. La cause se trouve ailleurs, et Thane pense l'avoir identifiée. La neige fondue sur la piste.
Imaginez-vous en train de rouler sur une route sèche en hiver, puis brusquement sur une zone de neige fondue. L'expert de l'aviation canadienne Terry Townsend est un spécialiste de l'étude de la contamination des pistes. La neige mouillée va immédiatement ralentir votre véhicule et la même chose peut se produire avec un avion. Thane estime que les autres avions n'ont pas subi la neige fondue ce jour-là car ils avaient décollé aux 2 premiers tiers de la piste. Mais en accélérant plus lentement pour compenser le problème de suralimentation du moteur, l'Elizabethan a roulé sur la partie inutilisée de la piste recouverte de neige mouillée. Il faut plus de puissance pour franchir ce type de neige. Thane apprend que 9 ans plus tôt, un avion de la Trans-Canada Airlines n'a pas réussi à décoller sur une piste détrempée de Vancouver. Après plusieurs recherches, il a été établi que 5 cm de neige fondue était suffisant pour empêcher un avion d'atteindre sa vitesse de décollage. Le gouvernement canadien délivre un avertissement écrit à toutes les compagnies aériennes. N'effectuez aucun décollage dans plus de 5 cm de neige fondue. Cette lettre a été envoyée à la BEA, mais ils n'ont pris aucune mesure à ce sujet et ont classé le document pour une consultation ultérieure. Les enquêteurs allemands ont rejeté l'idée de la neige mouillée en tant que possible cause, insistant sur la théorie de la glace sur les ailes. Mais grâce à ces recherches, le commandant Thane découvre un oubli troublant. We quite fortuitously came across a witness who had made an inspection of the wreckage immediately after the accident. Karl-Heinz Seffer était parmi les premiers sauveteurs qui sont montés sur l'aile pour aider à libérer le copilote Kenneth Raymond de l'épave. Il a ensuite été interrogé par les enquêteurs. Je suis redescendu de l'avion par l'aile droite. Je n'ai pas remarqué de glace sur le fuselage ou sur l'aile. Je portais des bottes en caoutchouc. S'il y avait eu de la glace, j'aurais glissé. But when this report was read out to the first German commission, only part of it was read out. That part which included the evidence that he couldn't find any ice was left out. C'était un coup monté dont Thane était le bouc émissaire. Pour eux, la cause de l'accident était la glace sur l'aile et non la contamination de la piste. Et ce, en dépit du témoignage des contrôleurs de la circulation aérienne qui soutenaient la théorie de la neige fondue. Vol 609, votre autorisation expire à 3-1. Les témoins oculaires ont vu l'appareil démarrer sa course normalement. À mi-longueur de la piste, ils ont vu le nez de l'avion se dresser, ce qui est la procédure standard. Puis soudainement, ils l'ont vu redescendre, ce qui bien sûr ne devrait pas arriver habituellement. Ces témoignages cruciaux ont également été omis lors de l'enquête. Ce qui est incroyable dans cette investigation, c'est que seuls les contrôleurs aériens stagiaires ont été appelés comme témoins, et pas les contrôleurs qualifiés. Le gestionnaire de l'aéroport de Munich est la seule personne à témoigner au sujet de la neige fondue. Il prétend que la couche présente sur la piste n'avait pas plus d'1 centimètre d'épaisseur. La neige fondue est difficile à mesurer car sa quantité varie considérablement sur la piste. Elle peut avoir 1 centimètre de hauteur à un endroit et 10 centimètres à un autre. Il faut donc prendre un certain nombre d'échantillons afin d'obtenir une moyenne raisonnable. La conclusion de Reichel est également remise en question. Selon lui, de la glace était présente sur les ailes de l'avion avant le décollage, puisque les seules zones dégivrées se trouvaient derrière les hélices. Sa théorie est contrée par un fondement scientifique apporté par une source peu probable, l'épouse du commandant Thane, Ruby. Elle était l'une des toutes premières femmes à avoir obtenu un diplôme avec mention en chimie, en physique et en mathématiques. Chimiste de formation, Ruby Thane souligne l'énorme quantité de poudre d'extincteur pulvérisée sur l'épave en feu. Ma mère s'est penchée sur le sujet et elle a obtenu un échantillon de poudre chimique qui s'est avéré être du bicarbonate de sodium. C'est tout simplement de la poudre à lever. Elle en a saupoudré sur la voiture
pour simuler une aile d'avion. Et elle a constaté qu'une fois mélangée à la neige et à l'eau, cette solution pouvait geler à une température inférieure à celle qui avait été enregistrée à Munich la nuit du crash. Les pompiers avaient dirigé leurs tuyaux principalement sur les moteurs. L'expérience de Ruby pouvait expliquer pourquoi, dans les heures qui ont suivi l'accident, la glace s'était accumulée sur toute l'aile, excepté autour du moteur. Avec de nouveaux témoignages et des preuves scientifiques irréfutables, une autre version du crash commence à émerger. Si la glace sur les ailes est en cause, alors c'est la faute du commandant. V1. En revanche, si c'est la neige fondue sur la piste, alors l'aéroport est responsable. Thane soumet la nouvelle preuve aux autorités allemandes, mais elle refuse de rouvrir l'enquête. C'est absurde. En 1961, la British European Airways licencie le commandant Thane pour avoir changé de siège, ce qui était contre la politique de la compagnie. Ils l'ont viré et ça l'a énormément affecté. Parce que leur motif n'était rien de plus qu'un simple règlement interne que beaucoup d'autres pilotes négligeaient. La compagnie ne voulait plus de lui. Quelle compagnie aérienne voudrait avoir aux commandes d'un avion le responsable des 23 morts à Munich en 1958? Aucune compagnie aérienne ne voudrait cela. C'était une condamnation par commodité. Peu importe qui était le pendu, il fallait un coupable. La perte de son emploi renforce la détermination de Thane à blanchir son nom. Il écrit lettre après lettre au gouvernement britannique et allemand pour les inciter à rouvrir l'enquête. En 1965, ses efforts portent leurs fruits. Les autorités allemandes acceptent de réexaminer l'enquête du crash de Munich. Au début de la deuxième enquête allemande, il y a eu une lueur d'espoir. Cet espoir est attisé par de nouvelles recherches. La Royal Aircraft Establishment effectue une série de tests avec l'avion Elizabethan. Ils ont inondé la piste à des profondeurs variables et simulé une course au décollage en utilisant un airspeed Ambassador. Les résultats se sont avérés alarmants. Décollage après décollage, l'avion décélère de 117 à environ 105 nœuds. La même perte de vitesse rapportée par Thane. We're hoping that when the Germans have considered, if they consider all the relevant evidence, we shall get them to reach the conclusion that the aircraft accident was due to slush on the runway and not ice on the wings. Mais lors de la nouvelle audience de 2 jours, Reichel n'est pas convaincu par la nouvelle preuve. Au lieu de blanchir Thane, il l'accuse en outre d'avoir aggravé la situation en changeant de siège. L'appréciation différente de la situation par les deux pilotes a probablement augmenté la gravité de l'accident. On va pas y arriver! En tant qu'enquêteur aujourd'hui, je ne vois pas en quoi cela aurait contribué à l'accident. Les conclusions accablantes de la commission d'examen allemande sont un coup dur pour Thane. Le gouvernement, la compagnie et Thane savaient qu'ils avaient été trompés. Mais la tournure des événements est sur le point de prendre un nouveau visage grâce au plus puissant des politiciens britanniques. 100,000 expectant fans packed the stands to see great football. The Busby Babes were raring to go. En 1967, Harold Wilson est le Premier ministre du Royaume-Uni. Après avoir assisté à un match de Manchester United, il fait un commentaire qui déclenche une frénésie médiatique. Selon lui, James Thane a été victime d'une injustice.
Ça a fait les gros titres et le combat a continué. Harold Wilson savait que Sain était innocent et il a pris les choses en main. L'affaire a été débattue à la Chambre des communes et a donné lieu à une enquête très approfondie. En 1968, des enquêteurs britanniques mènent une étude pour déterminer ce qui a réellement causé la catastrophe de Munich. Leurs conclusions remettent en question l'exactitude des deux rapports allemands. L'analyse des photographies montre que le blanc sur les ailes n'est pas la neige, mais le reflet de la lumière sur une surface humide. Une nouvelle photo a été prise à partir du négatif original et elle montre clairement les marquages sur l'appareil. Il ne pouvait pas y avoir de la glace. 3 experts indépendants déterminent que les 5 mm de glace trouvés sur les ailes par Reichel n'auraient pas été suffisants pour empêcher le décollage. Je ne vois pas comment une couche de glace de 5 mm d'épaisseur pourrait expliquer la décélération de l'avion. L'enquête britannique prend une tournure dramatique lorsqu'un témoin capital apparaît. Reinhard Meyer, un pilote qui était le premier sur les lieux du crash. Je me suis approché et j'ai examiné l'aile de l'épave. Je n'y ai vu aucun dépôt de givre ou de glace dessus. Seulement de la neige fondante. Il s'est avéré que lorsqu'il a été appelé à témoigner, il a révélé avoir personnellement dit à Reichel qu'il s'était dirigé vers l'avion et qu'il avait vérifié l'aile quelques minutes seulement après l'accident. Il n'avait pas trouvé de glace, juste de la neige en train de fondre. Tout le monde était abasourdi. Reichel n'a pas d'explication à cet oubli flagrant. Ça a dû être très dur pour lui de faire marche arrière et d'avouer qu'il s'était trompé. La neige fondue sur la piste, c'était la faute des autorités aéroportuaires allemandes, mais elles n'étaient pas prêtes à l'accepter. En mars 1969, bonne nouvelle. 11 ans après le crash, enfin, le gouvernement britannique met formellement James Stein hors de cause. Well, of course, my family are very pleased indeed. Il savait que les résultats de cette nouvelle enquête étaient les bons. Et il était très heureux parce que son nom avait été blanchi dans son pays. Mais la BEA ne le réhabilite pas pour autant. Le commandant Thein ne volera jamais plus. En Allemagne, Hans Reichel et les autorités de l'aviation ne le disculperont jamais. Il avait subi une telle quantité de stress, de fatigue et de tension qu'il est mort bien trop tôt. Il avait 54 ans. L'accident a fait 23 victimes à Munich et Sain en a été la 24e. 10 ans après l'accident qui a tué 8 de ses joueurs, Manchester United devient le premier club anglais à remporter la Coupe d'Europe. Une coupe qu'ils auraient gagnée en 1958 si une catastrophe aérienne n'avait pas décimé la meilleure équipe de football de Grande-Bretagne. Harry Gregg a joué à Manchester United jusqu'en 1967. Aujourd'hui âgé de 70 ans, il n'a gardé que les bons souvenirs. Je ne pense jamais à l'accident, mais je me souviens de ceux qui étaient avec moi. De merveilleux joueurs, des grands journalistes et un équipage sensationnel. L'héritage du commandant Thein a permis à l'aviation moderne de mieux comprendre les conséquences mortelles de la neige fondue. Aujourd'hui, des solutions existent. Et c'est certainement la conséquence directe de l'accident de Munich. Les autorités aéroportuaires abordent le problème différemment. En menant sa propre enquête contre vents et marées, il a sauvé beaucoup de vies et évité qu'un tel accident se reproduise. De ce point de vue, il devrait être admiré pour ses 11 années d'efforts. Ma mère disait qu'elle n'avait jamais vu un homme d'une plus grande intégrité. Il a laissé une inscription pour moi dans un livre qui dit « La différence entre l'impossible et le possible repose purement sur la détermination de l'homme. »